Bonsoir, bienvenue à vous, cher public du Grand Auditorium du Collège des Bernardins. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur le net. Je m'appelle Didier Pourquerie, je suis directeur de la rédaction du site The Conversation, partenaire du Collège. Alors le débat d'aujourd'hui s'inscrit dans le cycle des raisons de croire, ouvrir l'horizon de nos quêtes de sens et a pour titre « Que reste-t-il de nos croyances collectives ?» Alors, ce thème touche à des questions actuelles et il s'imbrique tout à fait naturellement à la suite du dernier mardi sur les quêtes de sens. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui y étaient mardi dernier ont entendu des questions sur l'articulation entre quête de sens individuelle et quête de sens collective. Comment s'engager en commun, être en commun, demandait l'un de nos participants. Or, depuis quelques années, notre société, vous le savez, et ses fondements, que l'on dit occidentaux, sont contestés, ébranlés. Le collectif, le corps social, est éprouvé des menaces, notamment les menaces djihadistes, on en parlera, des craintes, notamment celles liées aux crises migratoires, secouent notre collectif. Ces menaces, ces crises provoquent de grands moments d'union, que ce soit pour honorer les mémoires ou pour venir en aide à ceux qui sont démunis, mais elles sont aussi l'occasion de désunion. On parlera beaucoup ce soir d'union et de désunion, de crise d'espérance. Ainsi, nous sommes tentés de nous demander, y a-t-il encore un fil rouge à notre histoire commune ? N'est-ce pas autour des idéaux qui nous ont construits, liberté, fraternité en tête, que ces crises nous invitent à déployer des ressources et de nos croyances collectives. Alors, pour réfléchir ce soir à la question de ces croyances collectives, nous recevons de votre droite à votre gauche Véronique Albanel, ancienne élève de l'ENA, bonsoir, et docteur en philosophie. Vous êtes présidente du service jésuite des réfugiés pour la France, JRS France, philosophe, professeur au Centre Sèvres et à Sciences Po. Votre dernier essai, La fraternité bafouée, aux éditions de l'Atelier, nous invite, face au défi des migrations, à emprunter la voie de l'hospitalité et de la rencontre. Jean Birnbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, responsable du Monde des livres et essayiste. Après avoir publié en 2016 Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, votre dernier essai, La religion des faibles, au Seuil, La religion des faibles, ce que le djihadisme dit de nous, invite l'Occident à s'interroger sur ses valeurs face au rejet complet de notre modèle que nous pensions universel. Père Paul Valadier, bonsoir. Vous êtes jésuite, philosophe et théologien, ancien rédacteur en chef de la revue Études, professeur émérite aux facultés jésuites de Paris, et dans votre dernier essai dont Fabienne parlait, Lueur dans l'histoire, qui est en 2017, vous portez un regard plein d'espoir sur l'histoire et sur l'idée de providence. Alors, dans la première partie de cette table ronde, on va parler de ces grands défis contemporains dont les uns et les autres vous parlez dans vos livres. Chacun, à partir de votre champ de compétences, vous pourrez parler de ces crises que j'évoquais brièvement à l'instant. Jean Birnbaum, d'abord, pour vous, que disent les attentats djihadistes de notre crise du collectif, puisque c'est quand même le thème de votre ouvrage. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez, ça va ? D'accord. Ils disent notre vulnérabilité. Vous savez, moi, j'écris des livres à la fois pour faire lire d'autres livres. J'essaie de citer beaucoup de textes et de donner envie de lire beaucoup de textes dans mes propres essais. Mais je pars toujours de sensations, de sensations solides, de quelque chose de très physique, en fait, de très incarné. Et donc, dans le précédent bouquin que vous avez eu la gentillesse de citer, Un silence religieux, j'étais parti finalement d'une sensation un peu d'étouffement. C'est-à-dire, j'avais participé à une réunion, il ne faut pas le répéter à l'extérieur d'ailleurs, parce que je ne l'ai jamais raconté, parce que je ne l'ai pas dit dans le livre. J'étais parti d'une réunion à laquelle j'avais participé, et où il y avait des militants associatifs, des intellectuels, des politiques. On était moins nombreux, beaucoup moins nombreux que ce soir. Et c'était juste après les attentats de janvier contre l'Hypercacher et contre Charlie Hebdo. Et donc, on essayait de mettre des mots dessus, et quelqu'un a évoqué la crise sociale, quelqu'un d'autre a parlé du chômage, en disant tout ça, ça vient, ces jeunes sont paumés, ces jeunes qui commettent les attentats, ils sont paumés.
D'autres ont parlé de la crise entre les générations, la crise de transmission entre les générations. D'autres ont évoqué le passé colonial. D'autres ont évoqué les jeux vidéo. D'autres ont évoqué les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et à un moment donné, en fait, moi, j'ai tout fait. Je me suis levé, j'ai commencé à partir. On m'a dit, mais pourquoi tu t'en vas? J'ai dit, bah, je sais pas. Les gens qui ont commis ces crimes, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit, nous sommes venus, nous avons vengé le prophète Mahomet. On doit pouvoir leur faire crédit, donner foi à leurs paroles. Or, en fait, depuis une demi-heure, on est là, ou depuis une heure, vous êtes là et nous sommes là à évoquer toutes les causalités possibles, sauf la causalité religieuse. Et donc, tout est parti de là. Je me suis dit, je vais écrire un bouquin pour dire que oui, tout ça est très important, l'économique, le social, etc. Mais il faut pouvoir aussi nommer la puissance religieuse, la dimension religieuse, spécifiquement religieuse, montrer que le religieux n'est pas toujours un masque, le voile de quelque chose, une illusion, que c'est quelque chose de très réel. Et ensuite, et c'est pour ça que je voulais en venir, parce que c'est lié à ces croyances, ensuite j'ai fait tout un tas de rencontres, après avoir publié ce livre, Un silence religieux. J'ai fait une cinquantaine de rencontres publiques, et notamment beaucoup en milieu chrétien, parce que en fait, les thématiques que je développais ont rencontré une audience particulière en milieu chrétien et catholique. Et dans ces rencontres-là, mais pas seulement en milieu chrétien, mais notamment là aussi, j'ai vu des ouvriers anarchistes, vraiment des milieux très différents. Mais à chaque fois dans ces rencontres, ce qui m'a frappé, c'était justement le sentiment de vulnérabilité, le sentiment de fragilité. L'idée, tout un tas de gens qui disaient, nous, on n'ose pas parler de ces sujets-là, de ces attentats, on n'ose pas nommer les choses parce qu'on a peur de faire le jeu de, et donc évidemment on comprend bien le jeu du racisme, le jeu de l'exclusion, le jeu de l'extrême droite. Et aussi, finalement, quand on voit la puissance, disaient beaucoup de gens, quand on voit la puissance des idéaux, de l'espérance, alors c'est un mot que j'avais utilisé, alors ça a été mal pris, mais pour les djihadistes, je pense qu'on peut parler d'espérance, même si elle est sanglante. Aujourd'hui, l'espérance djihadiste est la seule pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'espérance de type universaliste européenne ou occidentale qui suscite ce genre d'engouement et d'enthousiasme zélé. Et donc, au miroir de cette espérance conquérante, disaient beaucoup de gens dans les salles en question, eh bien, nous nous sentons extrêmement vulnérables. Et donc, finalement, cette croyance, au miroir de cette croyance conquérante, nos propres croyances ont l'air très, très fragiles. Et donc, tout le bouquin est une interrogation elle-même fragile et compliquée sur ce nous et qu'est-ce qu'on met derrière ce nous pour pas en faire une sorte de ligne de barbelé ou un nous vitrifié ou un nous sanglant ou exclusif. Mais tout est parti de là, c'est-à-dire d'une sensation solide de vulnérabilité. Et l'une des dernières rencontres que j'ai faites, c'était d'ailleurs organisée par le journal La Croix. Eh bien, quelqu'un a levé la main, on n'avait pas du tout parlé de tout ça, on avait juste parlé du religieux et des djihadistes. Et quelqu'un a levé la main, un homme dans la salle, il a dit, vous savez, quand on entend tout ça, tout ce qu'on s'est dit ce soir, eh bien, on se sent faible, a-t-il dit, mais de cette faiblesse, on fera un levain. Et j'avais pas du tout encore signé le bouquin avec le mot faible dans le titre, mais je me suis dit, voilà, en fait, il faut partir juste de cette sensation et de ce sentiment collectif à l'égard d'une vulnérabilité qui est celle... C'est une religion des faibles ? C'est une religion... Alors, je garde un petit peu la parole. Je ne veux pas monopoliser la parole. Mais en tout cas, c'est une religion au sens où, oui, je pense que j'essaye de montrer finalement un peu sur le modèle de Raymond Aron et de son Opium des intellectuels. Il a fait ce livre qui s'appelait L'Opium des intellectuels, où il parlait des intellectuels et finalement de leur foi dans le progrès, de leur foi dans le progressisme, parfois le plus occidentalocentré, etc. Et donc, oui, moi, j'essaie de montrer comment nos croyances collectives, et notamment les croyances collectives dans lesquelles j'ai été élevé, donc c'est pas forcément nous, mais elles ont une influence bien au-delà de la gauche, c'est-à-dire des croyances universalistes, progressistes, féministes, antiracistes, anticolonialistes, etc. Tout ça fait au final quelque chose comme un credo dans lequel j'ai été largement éduqué, mais je me suis mis à douter justement de plus en plus parce que justement je me suis dit en fait ce credo il est parfois fautif, parfois il est même dégoulinant de mépris au moment même où il croit. C'est un aspect sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre. Souvent, on croit tendre la main aux autres et à l'autre en général, et ça, on arrive à la question aussi de l'altérité, de la fraternité. Souvent, il y a tout un tas de gens qui ont été élevés dans la même culture que moi, qui se réclament de l'anticolonialisme ou du post-colonialisme, etc., et qui ont l'impression que leur politique, leur but, c'est de remettre l'Occident à sa place, d'en finir avec l'hégémonie occidentale, d'en finir avec la centralité de l'Europe. Et au moment même où ils font ça, souvent, en fait, ils remettent l'Occident au centre, ils remettent l'Europe au centre, parce que pour eux, il n'y a pas d'oppression possible autre que celle de l'Occident, il n'y a pas d'oppression possible autre que celle de l'Europe. Tout revient toujours à la colonisation dans l'esprit de ces gens-là. Et donc, pour ceux qu'on appelle les tiers-mondistes, et qui sont ceux qui m'ont largement élevé, il n'y a souvent pas de place pour le tiers, il n'y a pas de place même pour l'hospitalité, puisqu'il n'y a pas d'autre du tout. Et donc, c'est un des aspects, effectivement, je pense, d'une croyance, parce que c'est tellement pavlovien et tellement des réflexes tellement pris
qu'on a tellement porté physiquement et qui sont tellement, qui relèvent tellement d'une foi, d'un credo et d'un zèle, parfois d'un silence exalté, que oui, j'ai voulu prendre cette métaphore de la religion pour jouer ce jeu de miroir entre des croyances collectives, les unes qui se réclament de l'universalisme et de l'autre, parfois de choses plus sanglantes. Oui, tout à fait. Alors, vous, c'est par rapport à un collectif, par rapport à des djihadistes dont la violence nous oblige à être nous. Véronique Albanel, vous, c'est la crise migratoire. En quoi est-elle révélatrice de notre façon de penser, notre manière de faire société, notamment? Oui, je crois que la crise migratoire qui est là et qui est aussi devant nous, sans pour autant peut-être la dramatiser comme beaucoup voudraient le faire, nous révèle à nous-mêmes, nous révèle dans nos peurs, dans nos doutes, dans ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup l'insécurité culturelle, tout ce qui nous remet en question finalement qui sommes-nous? Sommes-nous capables de tenir nos fondements, nos principes, nos valeurs? Aujourd'hui, on parle beaucoup, en se moquant, de droits de l'homme, droits de l'hommisme, de multiculturalisme qui n'en est plus possible. Finalement, on a l'impression qu'on est entré dans une espèce de logique de soupçon, de complot, où finalement plus rien ne serait possible. Donc c'est un peu, je trouve, une atmosphère un peu de fin d'Europe, parce que vraiment, si j'ai voulu penser cette possibilité de fraternité, c'est quand même dans un contexte. C'est pas de manière abstraite, c'est de ne pas décoller du réel. Et effectivement, je vais assez vite sur la question du djihadisme et sans doute trop vite. Mais en tout cas, c'est une fraternité dans une crise européenne, dans un contexte où beaucoup doutent, où on doute même de la possibilité de l'Europe, où il y a, j'allais dire, que des pays qui, les uns après les autres, cèdent aux sirènes, aux tentations du raidissement, du repli. Voilà. Donc, au fond, la question que je me suis posée, c'est est-ce que oui ou non, ces peurs auront le dernier mot ? Sachant que beaucoup sont légitimes. Je ne suis pas en train de dire du tout qu'on vit dans une époque facile. Mais malgré tout, moi, je lis beaucoup de signes de confiance, d'espérance, une jeunesse qui quand même s'engage, un milieu associatif extrêmement dynamique, sur lequel parfois on jette l'opprobre, beaucoup de signaux de personnes qui finalement, pour sortir un peu de cette confusion, de rumeurs, trop de bruit et de fureur, si je pouvais reprendre cette expression. On a l'impression que tout peut être déconstruit, tout peut être retourné, tout peut être soupçonné. Finalement, qui dit encore ce qu'il pense? Qui dit encore quelque chose de vrai, du cœur? À qui peut-on encore faire confiance? Eh bien, il me semble que peut-être pas trop de discours, c'est pour ça que le livre est très court, et plutôt de l'action. Moi, je crois qu'on peut passer à l'action, alors, j'ajoute peut-être une précision, pas n'importe comment. Je crois que l'hospitalité, c'est ce que j'essaye de montrer. On ne peut pas s'y lancer tout seul. Je crois qu'on a beaucoup perdu en savoir-faire. On est dans une société précipitée, inquiète ou accélérée. Et au fond, à plusieurs, il faut réfléchir. Je me suis appuyée sur des expériences qui marchent. Au fond, la fraternité, c'est où elle marchera, où on n'en parlera plus. Et on en finira avec nos beaux principes et nos belles triades inscrites sur nos frontons d'école. Il n'y a pas une école sur laquelle ce n'est inscrit. Alors, où on peut encore la prendre au sérieux et essayons quand même de la vivre, ou alors effaçons, parce que je pense que c'est trop promettre et que finalement on désespère quand même, et ceux qui accueillent et puis ceux qui tentent de la vivre. Mais quand même, est-ce qu'on a une image fantasmé du lien social qu'on avait autrefois, etc. Est-ce que, parce que moi, en lisant votre livre, je me suis posé cette question. Est-ce que finalement, avant, on était plus ouvert, on était plus accueillant, il y avait plus d'hospitalité, on cherchait plus l'union, hein, et on savait mieux le faire? Alors, je pense qu'il ne faut pas répondre trop vite à cette question, parce que je crois à la fois qu'il y a une nostalgie très forte. Hein, on vit dans une période nostalgique, nostalgie de certitude, nostalgie de sécurité, nostalgie de lien social. Je serais tentée de dire que, à la fois, oui, il y a un fantasme que c'était mieux hier, et puis il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est les zones rurales. On l'a vu avec la question des inondations dramatiques. Il y a des
les fervents de solidarité immédiats, enfin spontanés. Donc, dans ces zones un peu reculées, je pense qu'il y a encore beaucoup de restes d'hospitalité naturelle, spontanée. Et en même temps, ce sont ces zones, souvent, où il y a moins de migrants, qui ont le plus peur des migrants. Oui. Et moi, c'est ce contraste-là que je n'arrive pas à m'expliquer. Parmi toutes les enquêtes qui sont faites, on sait très bien que plus on côtoie des migrants, moins on en a peur. Enfin, migrants, étrangers, peu importe. Enfin, peu importe si, ça importe malheureusement. Ça, réfugiés. Mais en tout cas, on pourrait faire un débat sur les mots qui nous piègent. Parce que quand je dis migrants, j'utilise le terme qui est le plus utilisé de manière péjorative. Mais en tout cas, ce sont souvent, en tout cas, dans des zones rurales. Alors c'est vrai qu'on nous oppose, et peut-être à juste titre, que les agriculteurs sont en détresse, qu'il y a de vraies souffrances, que ce sont ceux-là nos prochains, que c'est ceux-là dont il faut s'occuper. Je pense que c'est naufragés de la terre, il faut s'en soucier, il faut absolument, mais en même temps, ne pas mettre en concurrence les plus pauvres. Je crois que c'est une erreur absolue. Alors, Père Valadier, on a vu ces deux aspects d'un collectif qui pourrait se mettre en mouvement, soit faiblement, soit dans l'engagement. Moi, j'avais envie de vous poser la question de l'individualisme, c'est-à-dire est-ce que c'est pas devenu aujourd'hui quelque chose qui est au centre de ce collectif qu'on cherche, quoi, et qui devient impossible? Oui, si vous permettez, avant de répondre à votre question sur l'individualisme, je voudrais revenir sur le fantasme dont vous parlez, parce que ce fantasme, il est déjà dans le titre de notre soirée. Que reste-t-il ? Ça veut dire que nous sommes devant des débris, mais que jadis, il y avait un âge d'or de croyances collectives où la nation était assez dur pour les déclinistes. Ben oui, mais à quelle époque la nation a-t-elle été unie autour de croyances collectives fermes ? Les guerres de religion, par exemple, quand l'Europe se déchirait autour du christianisme, où étaient les croyances collectives ? La Révolution française, avec une église divisée en deux, et où on s'entretuait, quand même, entre les crus et les prêtres réfractaires et les constitutionnels. Au moment de 40-42 entre Vichy et Londres, où étaient les croyances collectives. Donc je crois qu'il faut se méfier de ce fantasme sur lequel nous aurions perdu et que nous n'avons plus que des débris entre les mains. Parce qu'une société, elle se construit sans arrêt. Donc il fallait, au moment des guerres de religion, au moment de la Révolution française, au moment de l'occupation, il fallait trouver les moyens de s'en sortir et de survivre. Et c'est nos problèmes aujourd'hui. Nous avons les djihadistes, nous avons les réfugiés, nous avons bien d'autres problèmes. Nous avons Trump, nous avons Poutine, faites ce qu'on voudra. Bon, ça veut dire que nous avons à trouver des moyens de nous en sortir. Et donc de nous appuyer sur nos croyances collectives, mais qui ne sont pas un bloc. C'est-à-dire qu'on va forcément, dans toute société pluraliste comme les nôtres, réagir de manière diverse. Et c'est ça qui est fécond. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont justement minimiser la place des djihadismes et de l'islam. Je viens de lire, vous l'avez peut-être lu, le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, un très beau livre. C'est un journaliste qui a subi une grave blessure à Charlie Hebdo. Eh bien, on voit très bien qu'il ne parle absolument pas du fait que ces assassins étaient des musulmans. Ça ne l'intéresse pas. Là, ils disent, après tout, c'est tout. Non, ça n'est pas ça le problème intéressant. Voilà, ça va tout être dans la ligne de ce que dit M. Birnbaum. Bon, donc ça veut dire qu'à chaque fois, nous avons à retrouver des raisons de vivre et d'aller de l'avant. C'est ça, finalement, qui fait qu'une société est vivante. Alors, qu'est-ce qui reste ? Je ne sais pas. Ce qui reste, c'est que nous avons des problèmes sur les bras, que nous y reviendrons sans doute. Nous avons des moyens de les assumer. Si nous ne baissons pas les bras, si évidemment on commence à dire nous sommes dans un champ de ruines, alors évidemment il n'y a plus que, j'allais dire un peu vulgairement, il n'y a plus qu'à se flinguer. Je reviens à ma question sur l'individualisme quand même. Parce que alors je dirais l'individualisme c'est une pathologie par rapport à ce qu'il en est de la dignité de la personne, qui est quand même reconnue à la fois dans nos traditions philosophiques et religieuses, dans nos traditions juridiques. C'est sûr que l'individualisme, c'est ce qui vient ruiner la dignité de la personne et qui vient ruiner, Véronique Albanel l'a dit, la grande tradition des droits de l'homme. Parce qu'en effet, les droits de l'homme peuvent être complètement cancérisés par cette idée que j'ai des droits seul, que je suis un individu isolé, alors que les droits de l'homme, ils tirent toujours sur un capital. Le droit que j'ai à la santé, c'est qu'il y a en face de moi un personnel infirmier, il y a un système hospitalier complexe qui va permettre que si je tombe malade, on me soigne. Si je tombe malade en pleine savane,
il est sûr que dans mon isolement même, je ne trouverai pas à remplir mon droit à la santé. Donc l'individualisme est une illusion forte, ça c'est tout à fait évident, parce qu'en réalité, on tire sur un capital qui est le capital social. On peut prendre le droit à la santé, mais on peut en prendre d'autres. Et toujours et partout, l'individu tire sur un capital social qu'il méconnaît. Et c'est ça le danger de l'individualisme. En outre, je trouve le grand danger de l'individualisme, c'est l'arasement. C'est-à-dire qu'on est tous égaux dans une égalité parfaite. On voit bien dans les débats sur le genre. Et ça, c'est la mort, en effet, je dirais, de la condition humaine. Parce que la condition humaine, elle est faite d'une saine diversité qui peut alimenter, en effet, des discriminations. Mais il faut d'abord, sous prétexte d'éliminer les discriminations, qu'on n'élimine pas les différences fécondes et qui sont une condition de la vie. Vous voulez réagir à ce que dit le père Valadier? Je voyais que vous preniez des notes. Parce que moi, je voulais passionnant, donc je prenais des notes comme un Fayot qui prend des notes. D'accord. Mais je voulais vous relancer sur une question, la question de l'affrontement. Parce que c'est cette histoire de guerre de religion qui m'y fait penser. En fait, est-ce qu'on vit un moment d'affrontement où on ne s'écoute plus et où on est affrontement religieux, affrontement de croyance contre croyance, etc. Vous savez, c'est marrant parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on parle... Vous avez raison de critiquer le titre lui-même, qu'on a toujours l'air d'être dans la nostalgie ou dans le tout fout le camp, etc. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme s'il ne se passait jamais rien et comme s'il n'y avait pas un état des... Je reviens d'un débat là, au rendez-vous d'histoire de Blois où on parlait de l'histoire de l'Europe. Vous m'entendez, ça va? Ouais. De l'Europe. Et il y avait là Christophe Charles, qui est historien de l'Europe. Et alors, il disait, mais de toute façon, à chaque époque, on dit toujours que tout fout le camp, à chaque époque, on s'inquiète, à chaque époque, on a peur, et en fait, on s'aperçoit que ce qu'on vit est toujours, finalement, par rapport à ce que d'autres ont vécu, pas si grave, etc. Alors, quelqu'un lui a fait remarquer qu'en 1932, en Allemagne, les gens avaient vaguement des raisons de s'inquiéter un peu, quoi. Qu'en fait, il y a des moments où on a le droit de s'inquiéter. Et par exemple, aujourd'hui, il y a effectivement encore plein de choses positives partout, et des beaux enthousiasmes, etc. Mais si on prend, il y a aussi beaucoup de premières fois. Il y a aussi beaucoup de premières fois, parce que vous avez cité Charlie Hebdo. Jamais dans l'histoire du journalisme ou même de l'histoire de la France moderne, jamais personne n'était rentré dans un journal pour liquider toute sa rédaction. C'était jamais arrivé. Donc c'est nouveau. C'est pas comme si ça avait. Je dis pas du tout que c'est une critique par rapport à ce que vous disiez, mais c'est nouveau. C'est nouveau, on n'était jamais rentré dans une salle de concert pour tuer tout le monde comme ça, un par un, c'est jamais arrivé. Même à l'époque, je reviens sur le journalisme, à l'époque de l'OAS et de la guerre d'Algérie, il y avait des attentats, il y avait des plastiquages de journaux, etc. Jamais personne, aucun membre de l'OAS et des partisans de l'Algérie française n'est rentré dans une rédaction pour liquider un à un les gens de l'Express ou du Monde ou de l'Obs, etc. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est nouveau, il faut prendre acte de cette nouveauté, il faut pouvoir mettre des mots dessus. Et puisqu'on est ici au Collège des Bernardins, le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, en fait, moi, j'ai été absolument fasciné par le fait que personne n'a rien dit. Le père Hamel, je ne sais même pas, moi, la question que j'ai posée le lendemain, c'est, mais quand est-ce que pour la dernière fois, un prêtre a été égorgé comme ça pendant la messe? Quand est-ce que c'est arrivé? Tibérine. Ah non, mais... Alors, Tibérine... C'était pendant la messe. Je parlais. Non, c'était pas pendant la messe. Oui, et je parle de la France. C'est-à-dire, je dis en France. Là, j'étais en France. Charlie Hebdo, c'était en France. En France, quand est-ce que pour la première fois, un prêtre a été égorgé comme ça pendant la messe? Je pense que c'est il faut remonter très très loin. Alors, on m'a dit peut-être la Révolution française, il faudrait voir, etc. Mais donc, c'est très très loin. Et je suis fasciné parce que, quand même, égorger un prêtre pendant la messe, avec les mots qui ont été prononcés, qui sont les mots qui sont prononcés à chaque attentat dans le monde entier, là, pour le coup, parce que ces gens ont une communauté de croyances, une communauté de gestes, une communauté d'habitus, une communauté, ils se réfèrent tous aux mêmes anges protecteurs, tous aux mêmes versets du Coran, tous aux mêmes révélations prophétiques, ils ont tous les mêmes gestes, ils disent tous les mêmes choses, et c'est leur force, hein. C'est-à-dire qu'eux ne s'attaquent pas au modèle français, à la laïcité la française, aux agriculteurs français, en fait, ils s'attaquent partout avec les mêmes mots, aux mêmes choses. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai été frappé par le fait que oui, là, il y a la question de l'affrontement, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à nommer, à part peut-être nos confrères, par exemple, du journal La Vie, qui ont essayé de nommer la chose, qu'est-ce que ça voulait dire symboliquement pour l'inconscient collectif français, mais bien au-delà de la France, d'égorger un prêtre pendant la messe, en France, en 2016 ou 17, etc. Et donc, de ce point de vue, à nouveau, c'est la question du non-affrontement, c'est-à-dire que moi, finalement, oui. Je rôde dans mon livre autour de l'idée que si on veut éviter la guerre civile, si on veut éviter la violence, si on veut éviter Orban partout et l'extrême droite et le racisme, etc., il faut arriver à nommer les choses pour reconstruire un nous qui ne serait pas un nous agressif, exclusif, etc., mais qui affirmerait quand même non seulement la fraternité, mais aussi une forme de frontalité. Parce qu'en fait, par exemple, je pense que quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray, on a des raisons d'avoir peur. Et que quand je lis votre livre, c'est pour créer un élément de discussion fraternelle et critique.
moi, quand je lis votre livre, je vois que d'emblée, vous dites, on a tort d'avoir peur, et les peurs sont irrationnelles, et on a tort. Les peurs, vous évacuez très vite l'hypothèse qu'on pourrait avoir raison d'avoir peur. Or, en fait, il y a 1000 raisons d'avoir peur, et pas seulement celles qui viennent du djihadisme, mais disons que tout ce qui s'est vécu en France de nouveau dans ce cycle, depuis Charlie Hebdo jusqu'au Père Hamel, en passant par l'hypercachère, le Bataclan, etc., et il y a plein d'autres raisons d'avoir peur, mais là, je pense que ça donne des raisons réelles d'avoir peur. Et malheureusement, pour aller dans votre sens, cette peur-là, qui a toutes les raisons d'être, elle se surimpose et elle vient surdéterminer la question des migrations, la question des réfugiés, etc. Et ça, c'est la tristesse et c'est la cruauté du débat auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, mais qu'on ne pourra pas éviter de poser les termes des choses pour justement surmonter la suspicion à l'égard des migrants ou des réfugiés en général. Oui, vous parliez de confrontation. Je crois qu'en effet, à juste titre, on peut parler de confrontation. Simplement, ce qu'il faut voir en même temps, c'est que nos démocraties nous anesthésient. La grande idée de la démocratie, c'est qu'il suffit de penser au philosophe Habermas, on peut toujours discuter. Vous vous souvenez, par rapport à Hitler, avant-guerre, nos bons ministres disaient toujours, mais évidemment, il a l'air méchant comme c'est avec ses moustaches, mais on va se mettre autour d'une table à Munich. On va peu à peu l'amener à comprendre que... Et ça, c'est l'anesthésie de la démocratie. C'est de croire que par le débat, on va pouvoir éliminer la violence. Or, je crois qu'elle est là. Et ce que nous connaissons aujourd'hui, les difficultés que nous connaissons, je crois par certains côtés sont bénéfiques parce qu'elles nous réveillent, elles nous font prendre conscience que nos valeurs sont contestées, qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que nous faisons. Et de ce point de vue-là, moi, je ne serais pas d'accord pour dire que nous sommes devant un champ de ruines, nous sommes devant des défis tout à fait considérable, mais en même temps, nous prenons conscience, peut-être, que nous sommes plus forts que nous croyons. Religion des faibles, oui, mais si nos valeurs, en effet, ne peuvent pas s'imposer par la force, par les armes et par le terrorisme, elles peuvent s'imposer aussi par la conviction forte qu'elles sont bonnes et justes et qu'elles peuvent construire positivement une société. Et ça, je crois que c'est quand même le credo, si j'ose parler de credo, d'une démocratie. On va y revenir dans un instant, mais avant, je voulais vous passer la parole, Véronique Albanès. Oui, je voudrais juste réagir. Effectivement, sur les peurs que je visais ici, c'était particulièrement la peur du grand remplacement. C'est des fausses peurs que j'ai essayé de déconstruire. Je ne nie pas du tout qu'il y ait des vraies peurs légitimes. Mais je voudrais quand même juste réagir sur les deux événements que vous avez cités, que ce soit Charlie ou le Père Hamel, de manière étonnante, admirable. Il y a quand même eu cette manifestation du 11 janvier 2015 qui a permis, je trouve, un sursaut qui montrait aussi une France qui n'a pas peur. Et à Rouen, de manière extraordinaire, il y a eu aussi un sursaut de fraternité, c'est-à-dire, au fond, derrière la peur, moi j'entends la peur. La peur, c'est quelque chose, j'essaie de l'expliquer, c'est à la fois quelque chose d'irrationnel, d'émotionnel, c'est tout à fait légitime et normal. Mais pouvoir laisser la peur dicter non seulement sa vie, dicter son choix électoral, dicter... au fond, ce que moi je conteste, c'est l'amalgame qui peut être fait à partir de quelques-uns et tous les autres qui ressemblent à des étrangers de près ou de loin. Au fond, c'est ça le défi, c'est de sortir de l'amalgame. Et je crois que aussi bien à Rouen, à la suite de l'assassinat tragique, atroce du Père Hamel. Et j'aime beaucoup ce que vous dites dans votre livre de ces premières fois. Et ces premières fois nous saisissent et nous convoquent à l'action et à l'indignation. Ça, je vous suis absolument là-dessus. Dans mon livre, je n'y ai pas fait suffisamment droit, tout à fait. Mais encore une fois, laisser triompher la peur comme mode de fonctionnement démocratique, pour moi, c'est la fin de la démocratie. Alors, revenons à ces croyances collectives. Elles peuvent être pas... On ne peut pas se satisfaire du fait que, voilà, ça sera la religion des faibles et la seule chose qu'on a en commun, c'est d'être faible et de tendre l'autre joue et de n'oser rien dire. On ne peut pas fabriquer du collectif avec les peurs, parce que ça serait trop terrible. Quelles ressources, finalement, est-ce qu'on peut imaginer pour un nouvel élan collectif? Père Valadier, des moments d'unité, de communion, est-ce qu'il y en a? Il y en a, ce que vous avez dit à propos de la grande manifestation après les attentats, mais on pourrait dire que nous en avons quand même pas mal de manifestations collectives. Déjà, on en a presque trop, les commémorations, les fêtes, les enterrements du président de la République font des unanimités de chanteurs, vous avez vu, ce malheureux Hallyday. Alors,
il faut se faire très attention parce que Rousseau a exalté la fête. Juste, ça. Voilà, mais la fête, elle dure un moment, puis alors après, on retombe dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est très gentil de défiler sur les Champs-Élysées ou ailleurs, mais le lendemain, on retrouve la condition humaine telle qu'elle est. Donc les fêtes, c'est quand même un peu dangereux, mais je crois que c'est très important parce que c'est des moments où on signifie l'unité, où on signifie la festivité. Et il n'y a pas de société qui puisse vivre sans fête. Et de ce point de vue-là, moi, je suis un peu inquiet de voir la quasi-disparition du dimanche. Ce n'est pas à cause de la messe, mais c'est parce que le dimanche, c'est quand même le moment du sabbat, c'est le moment du repos. Nous ne sommes pas que animal laborans, comme dirait Hannah Arendt, que connaît assez bien Véronique. Nous ne sommes pas seulement des bêtes de somme. Nous avons besoin de temps en temps d'être en famille, de rigoler, de se reposer, d'écouter de la musique, d'aller se promener. Nous ne sommes pas que des bêtes de somme. Et je dirais, le problème, c'est que dans nos sociétés, c'est à nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure, l'arasement. C'est-à-dire que tout devient monotone, quotidien. On va travailler aussi bien le dimanche que les autres jours. Et ça, je trouve, c'est dangereux quand une société n'est plus capable de célébrer collectivement des moments de fête. Alors, elle en a, nous avons Noël, nous avons le 14 juillet avec le défilé militaire, les petits bals populaires, ça c'est tout à fait important. Mais je crois qu'il faut aussi trouver ça dans la vie quotidienne, parce que c'est le rapport entre, finalement, l'action que nous menons tous les jours, et puis, si j'ose un grand mot, la contemplation, c'est-à-dire le temps de la gratuité. Et là encore, nos sociétés risquent d'oublier ces moments de contemplation où elles se ressourcent elles-mêmes. Parce que la contemplation, c'est le moment de la gratuité, mais c'est le moment où on recharge, si j'ose dire, les batteries. Et quand vous dites, est-ce que nous avons des ressources? Mais les ressources, c'est à nous de nous les donner. Si l'on passe son temps justement sur le portable ou devant son écran, on s'use peu à peu comme un moteur qui tournerait sans arrêt. Il faut qu'on se redonne des ressources pour aller de l'avant. Et je crois que la contemplation, les temps de repos, la méditation, ce sont des temps par lesquels, en effet, on recharge les batteries et on peut affronter les problèmes qui se posent à nous. Alors, la semaine dernière, quand Véronique Albanel, quand on a parlé de quête de sens, ici même, justement, on a parlé de tout ce qui pouvait donner du sens à notre vie. Alors, on peut penser à la méditation, à la contemplation. On a beaucoup parlé de l'engagement. Et vous parlez de la valeur de la fraternité, fondée sur cette idée que je trouve intéressante et qui est toujours un peu, on va jamais jusqu'au bout, de l'unité du genre humain. Cette grande utopie de l'unité du genre humain qui fait qu'on est tous frères. Alors la valeur de la fraternité, est-ce que ça peut nous mettre c'est une ressource qui peut refaire du collectif? Oui, j'ai voulu entrer dans ce livre par une question, mais qui est adressée à chacun au plus profond. Est-ce que oui ou non, et c'est une vraie question, c'est pas une question en l'air, est-ce que oui ou non, on peut reconnaître, donner une chance à celui que l'on va rencontrer, de le considérer comme un frère en humanité? Voilà, c'est pas plus que ça, c'est une question, je pense très franchement qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à répondre oui à cette question, en tout cas il me semble, et pour moi c'est une question assez décisive, parce que sinon nous arrivons aujourd'hui à un constat, je pense, assez partagé, si on en croit certains sondages, mais enfin maintenant il faut se méfier des sondages, ils peuvent dire n'importe quoi, que finalement la fraternité c'est ce qui est réservé à ses plus proches et au plus aux nationaux, c'est-à-dire on ferme nos frontières, tout cela on veut bien les prendre en charge et les considérer comme des frères en humanité, tous les autres sûrement pas. Voilà. Je crois donc qu'il y a une question de base, de principe, mais qui n'est pas qu'utopique, qui est une vraie convocation à réfléchir là-dessus, parce que ce que j'essaye de montrer, c'est que si on répond que les frères, c'est seulement ceux qui nous ressemblent, ceux qui nous sont proches, on peut aller très loin, parce que demain, à qui le tour de l'exclusion? Finalement, c'est une cascade. Je crois que l'histoire nous a enseigné ça. Mais pour moi, encore une fois, la fraternité, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Ça ne s'improvise pas. On croit toujours que l'hospitalité, la fraternité, c'est des gestes immédiats, instantanés, spontanés, de pur affect. Moi, je crois à la raison, je crois à l'expérience, je crois aussi à tous ceux qui nous ont précédés et qui ont réussi la fraternité. Je cite dans mon livre Victor Hugo, voilà, je n'ai pas voulu me concentrer que sur ma tradition chrétienne, j'ai aussi voulu montrer qu'il y avait des laïcs qui y croyaient. Donc aujourd'hui, nous sommes mis au défi, oui ou non se sont-ils trompés? Nous devons réussir. Et si nous ne réussissons pas, c'est qu'eux-mêmes se sont trompés. Mais il y a beaucoup de monde qui y a cru. C'est ça qui est embêtant quand même. Oui, alors et pas simplement une fraternité réservée aux citoyens. La fraternité universelle, il y en a beaucoup qui ont cru. Victor Hugo la défendait. Exactement. Oui. En même temps, vous avez parlé d'unité du genre humain. Si je peux jeter une petite pierre dans notre jardin, l'unité du genre humain, c'est quand même Babel. Il ne voulait avoir qu'un seul langage, construire une seule ville,
où ils se retrouveraient tous ensemble dans une belle unité du genre humain. Or, il y a Babel, mais il y a la Pentecôte. C'est-à-dire que je crois quand même que l'humanité, elle est foncièrement diverse. La Pentecôte, c'est la diversité des langues, c'est donc la diversité des cultures. Alors, je suis bien d'accord avec vous qu'il y a une unité du genre humain, mais il ne faut pas passer trop vite sur la diversité des cultures, la diversité des nations elles-mêmes, et des civilisations, parce que sans quoi on tombe dans... Moi, j'aime à moitié Victor Hugo, mais le risque, c'est qu'on tombe dans une humanité avec un H majuscule. Si vous voulez. On adore l'humanité, mais les hommes concrets, qui sont toujours pris dans des nations, dans des cultures, ça, c'est plus gênant. Or, je crois quand même que la Pentecôte, c'est l'idée que chacun entend dans sa langue le même discours. Donc il y a le même, mais dans la diversité. C'est très difficile, parce que nous sommes toujours tentés par une mondialisation unificatrice. Or, il faut que nous honorions aussi la diversité des cultures. Et ça retrouve le problème des migrants, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut qu'ils s'assimilent à notre culture? Est-ce qu'il faut qu'on s'ouvre à la leur? C'est un gros problème. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut éviter trop vite de parler d'une fraternité universelle. Mais vous avez raison de dire qu'elle doit se construire. Mais il y a un petit danger de s'illusionner sur une unité qui n'est jamais faite et qui ne sera peut-être jamais atteinte. Là, excusez-moi, mais on parle de gestes de fraternité. On ne parle pas de fraternité en général, de fraternité théorique. L'hospitalité, c'est un geste de fraternité. Sûr. Donc, c'est de ça dont on parlait à l'instant. Jean Birnbaum, vous, si on lit votre livre, on se pose la question, après, on se dit, bon, voilà, quel projet collectif peut nous unir, à part... Non, mais écoutez, plein de choses. Moi, d'ailleurs, le djihadisme, en fait, m'intéresse pas tant que ça, finalement, dans le livre. C'est-à-dire que moi, je prends le djihadisme comme un miroir qui nous est tendu. Et donc, je dis, et c'est pour ça que c'est aussi des occasions manquées, les manifestations en question, je dis que, en fait, à chaque fois qu'ils frappent et qu'ils visent un nous, quand ils disent, par exemple, vous chérissez la vie comme nous aimons la mort comme vous chérissez la vie. En fait, ils disent vous, à chaque fois qu'ils disent vous, ils harponnent quelque chose comme un nous. Et nous, on n'a aucune envie de dire nous, parce que justement, on se réclame de cette fraternité universelle, et on sait que quand on commence à dire nous, forcément, on s'embarque sur un terrain très dangereux, parce que nous, c'est toujours face à eux, et donc il y a de l'exclusion dans l'air, etc., etc. Mais je dis quand même, et c'est là qu'il y a une forme, pas d'optimisme, mais de quelque chose de positif, je plaide pour une fragilité assumée, et donc une force qui serait une vulnérabilité enfin élucidée et assumée. Et donc ça veut dire qu'au miroir des djihadistes, l'interpellation djihadiste, si j'ose dire, nous oblige à se demander finalement, oui, qu'est-ce que c'est que ce nous qu'ils visent? Et si on ne veut pas en faire un nous figé, meurtrier, etc., il faut se demander qu'est-ce que c'est que ce nous? Le nous en mouvement, contradictoire, fragile à nouveau, etc., de quoi il est héritier. Et donc, ce nous, on peut se demander comment il tient. À quoi tenons-nous? Et quelles sont nos croyances collectives? Comment elles se sont sédimentées? Et donc là, on peut revenir à plein de choses, à la philosophie grecque, au droit roman. Chacun choisira l'éthique biblique, judéo-chrétienne, ou l'influence de l'islam, la révolution démocratique, l'esprit des Lumières. On peut aller très loin, jusqu'au mouvement ouvrier, dont je parle beaucoup dans le livre. Et là-dessus, d'ailleurs, le mouvement chrétien, ouvrier, la GEC, la JOC, etc., sont très importants. Et c'est là que la question se pose, à nouveau, la question du fait que l'universel est en fait, il est situé, il est enraciné. Et que, comme je partage ce qu'a dit le père Valadier, c'est-à-dire que oui, on a tous envie d'une fraternité universelle, et en même temps, cette expression est largement oxymorique. C'est-à-dire qu'en fait, l'universel, il est toujours en conflit. Il n'y a pas d'universel qui ne soit pas rival d'autres universels, en rivalité avec d'autres universels. Et il n'y a pas d'universalisme qui ne soit pas d'abord une confrontation avec d'autres universalismes. Effectivement, le genre humain, il est clivé, il est divisé. Et donc, de fait, de toute façon, poser la question d'une fraternité universelle, c'est poser la question de quelque chose comme une impossibilité. Et l'impossibilité, c'est beau parce que ça fait événement, mais le nous en question, il est enraciné. C'est pour ça que je parle de tout un tas de choses pour montrer que c'est toute une sédimentation, que c'est pas du tout un truc ni racial, ni tribal, ni ethnique, ni je ne sais quoi, ni même géographique, que le nous européen, c'est un nous qui s'est sédimenté avec tout un tas d'événements spirituels, de gestes ordinaires, je parle du mouvement ouvrier, etc. Et par exemple, pour moi, ce nous, il est emblématisé. On parlait de bonne volonté. Je parle d'un écrivain libertaire que j'admire beaucoup, qui s'appelle Victor Serge, qui était un écrivain anarchiste, libertaire, qui a participé à la révolution bolchevique, etc. Et puis ensuite s'est fâché avec les bolcheviques parce qu'il trouvait qu'ils n'étaient pas toujours commodes. Et puis il s'est retrouvé en tôle, mis en prison par Staline. Et puis il y a eu une grande campagne internationale
Il a écrit des textes magnifiques, des romans magnifiques, c'est un grand écrivain, mais il s'est retrouvé en tôle. Et il y a eu une grande campagne internationale menée par Romain Rolland, par André Malraux, etc. Ils ont réussi à le faire sortir. Et sortant des geôles de Staline, il arrive à Bruxelles. Et lui, qui était un grand révolutionnaire, un grand libertaire, qui voulait la peau de la société bourgeoise, démocratique, qui considérait qu'il fallait le communisme ou rien, l'anarchisme ou rien, etc., sortant des geôles de Staline, il s'est retrouvé à Bruxelles et il a dit, bon, bah, ici, je sens un air de liberté, je sens comme quelque chose que j'avais oublié, dont j'avais même oublié l'existence. Il aimait la fête comme vous. Vous savez qu'ici, on peut faire la fête juste à côté. Il y a les quais chaque été, on peut faire du tango, de la salsa, enfin, vous le savez mieux que moi. Et donc... ce que vous faites souvent. Mais donc, Victor Serge renoue avec ce qu'il appelle notre Occident, notre bon vieil Occident de chrétiens, de démocrates, de révolutionnaires, d'hommes de bonne volonté. Et donc, à ce moment-là, il dit simplement, il constate que toute l'espérance révolutionnaire qui était la sienne était une espérance enracinée elle-même. C'était la queue de comète, ou c'est l'espèce de promontoire comme l'Europe d'un berceau européen qui lui-même est héritier de la chrétienté, des Lumières, etc., etc. Et donc l'universel, il est fraternel, mais il est aussi frontal, forcément. Alors, c'est très... Merci, parce que ma question suivante, c'était sur l'Europe, parce qu'on fantasme beaucoup en disant les valeurs européennes, on entend souvent ça. Est-ce que le collectif minimal qu'on peut refonder, ou ça ne serait pas quelque chose autour de l'Europe ? Ça a du sens ou c'est totalement idiot ? Moi, je l'espère beaucoup. Notre prochaine échéance politique, et je crois qu'il faut la prendre très au sérieux et peut-être s'y préparer vraiment en s'engageant, ce sont les élections européennes. Tout le monde dit qu'elles se joueront sur la question migratoire. Donc, on se prépare déjà à voir quelque chose de totalement binaire, les pros et les antis. Et les pros, on le sait, enfin, les antis sont largement majoritaires. Mais je voudrais peut-être donner un tout petit éclairage de fond, et je m'appuie sur ce que vous dites. Enfin, d'abord, j'ai beaucoup aimé le passage sur Simone Signoret. Vous n'en parlez pas, mais bon, j'ai beaucoup aimé Victor Serge, mais j'aime beaucoup Simone Signoret parce que c'est une femme. Mais la leçon de ce que vous racontez sur Simone Signoret et sa cousine, c'est une question de suffisance, de certitude et d'arrogance. Et moi, et d'ailleurs, votre définition... De quoi il s'agit, parce que Oui, oui. tout le monde n'a pas encore lu. Je le fais très très simple. Simone Signoret part en voyage à travers les pays de l'Est avec Yves Montand. Enfin, c'est très glamour, voilà. Vous allez voir. Voilà. Et elle a une cousine qui cherche à la voir pour lui dire que son mari est effectivement emprisonné et qu'elle espère, grâce à son intervention, qu'elle puisse être libérer son mari. Et Simone Signoret est trop occupée en disant mais qu'est-ce que c'est que cette cousine barbante, etc. Et la renvoie jusqu'au jour où elle apprendra qu'elle s'est complètement trompée sur cet illusoire pays de l'Est et Union soviétique. Donc, moi, ce qui m'a vraiment intéressé là-dessus, et la grande leçon que je tire, d'ailleurs, c'est votre définition de la religion des faibles. À un moment donné, vous la définissez au tout début comme vulnérabilité et toute puissance. Et au fond, je me dis que cette arrogance, un peu cette suffisance de Simone Signoret qui fera son mea culpa, elle se rendra compte qu'elle fera son mea culpa. Je dirais que Sartre, on l'attend toujours. Enfin, bon, il ne l'a pas fait. Donc, Simone de Beauvoir. Oui, mais c'est pas la même chose. Hein. Bon, non, mais au fond, je crois que pouvoir modestement, humblement, rabaisser ses exigences, ne pas se prétendre tout puissant, parce qu'au fond, les idéologies, c'est ça, c'est penser qu'on a la solution et qu'il faut à tout prix, vous le démontrez très bien, s'entêter dans une voie qui ne marche pas. Un peu plus d'humilité, un peu moins d'arrogance, et puis ne pas laisser le jeu entre l'impuissance sur lequel surfent les populistes. Parce qu'au fond, c'est ça. L'Europe impuissante, les présidents impuissants. Il n'y a que la toute-puissance de Viktor Orban, il n'y a que la toute-puissance de Matteo Salvini. On voit où ça le mène quand il emprisonne le maire de Riace. Donc, au fond, est-ce qu'on va laisser la voie à l'impuissance, et donc aux populistes, ou à la toute-puissance dont on ne sait qu'elle n'a rien d'humain ? Et moi, je prétends que c'est ce que j'essaye de défendre dans mon livre, de manière modeste. La fraternité, c'est humble, c'est concret, c'est chaleureux, c'est des gestes posés, tout simples, prudents, parce que ça peut s'assortir de prudence, absolument pas de naïveté, ça n'a aucun intérêt. Au fond, il n'y a pas d'autre mot d'ordre. C'est ce que dit d'ailleurs le maire de Bonnel, et ça marche chez lui quand il accueille des migrants. Nous avions décidé autour de la table du conseil municipal que ça marcherait. Eh bien, ça marche. Le tout, c'est de essayer à plusieurs de ne pas prétendre accueillir sans pouvoir dire non. Parce qu'au fond, le revers de la toute-puissance, c'est « mais oui, venez tous, les amis, la France est un grand pays ». Moi, je prétends qu'on ne peut pas
ouvrir les frontières à tout le monde. Donc, empruntons un chemin prudent, mesuré, mais constructif, qui ne fasse pas l'amalgame entre des bons prétendus et des méchants prétendus. Vous voulez réagir à ça? Non, mais vous parliez de l'Europe, je Oui, dirais... c'est pour ça que... Non, peut-être que l'intérêt de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle découvre qu'elle est déchirée, qu'elle est faible. Donc le contraire de la toute-puissance. Je trouve que c'est plutôt heureux parce que nous sommes devant un chantier, pas un champ de ruines, mais un chantier à construire parce que nous apercevons peut-être que nous avons été trop vite dans la négation des cultures européennes. Les Polonais ne sont pas les Espagnols ou les Portugais. Et donc il faut penser à frais nouveaux, peut-être cette Europe, et même certainement cette Europe. Parce que je crois qu'on a des ressources. Comme vous l'avez dit, l'Europe, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle s'appelait avant la chrétienté, jusqu'en 1738, je crois. Elle s'appelait la chrétienté. Donc, il y a une certaine idée, peut-être un peu une mémoire collective d'une unité que forme l'Europe. Et par conséquent, je crois que cette unité, elle a vécu d'une certaine façon au Moyen-Âge, elle a vécu autrement à l'époque des Lumières, elle a vécu dramatiquement au XXe siècle. Mais je crois qu'elle peut vivre autrement. Alors, vous disiez les ressources, mais... Monsieur Birnbaum l'a dit tout à l'heure, nous avons beaucoup des ressources. Et je crois qu'il faut toujours penser à ce que disait Ricoeur, très célèbre aujourd'hui, c'est que nos traditions sont mortes si on ne les interroge pas. Mais si on les interroge, on peut toujours tirer du nouveau à partir de l'ancien. Et je crois qu'il a raison. Alors, si on néglige en effet nos traditions chrétiennes ou grecques ou romaines, nous n'irons pas de l'avant. Mais si nous appuyons là-dessus pour dire, mais nous avons une force de critique, car c'est aussi ça qui fait l'Occident, qui fait une société ouverte et non pas une société fermée, comme disait Bergson, si nous avons cette ressource de la critique, de l'autocritique, qui n'est pas la culpabilité, alors nous pourrons peut-être nous rendre compte des erreurs que nous avons faites sans tomber à nouveau dans la culpabilité, et nous devrions refaire une Europe, la reconstruire autrement, en honorant peut-être davantage qu'on ne l'a fait, la diversité des cultures, la diversité des mentalités. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, sans tomber dans l'arrogance, il y a certainement une originalité de l'Europe par rapport à d'autres civilisations. Il suffit de regarder, par exemple, un tout petit aspect qui n'a l'air de rien, c'est la distinction entre le religieux et le politique. Alors, on peut aller se promener dans beaucoup de pays et on s'aperçoit, notamment musulmans, que cette distinction extrêmement féconde, et pour le politique et pour le religieux, n'existe pas beaucoup ailleurs. Cette distinction, elle aboutit à des conflits. Et il y a toujours eu des conflits en Europe, la querelle des investitures, etc. Mais ces conflits, comme toujours, ils peuvent dégénérer, mais ils sont aussi féconds. Et donc, nos débats sur les immigrés, sur l'accueil des musulmans chez nous, ces débats difficiles, je crois qu'ils sont en même temps une ressource extraordinaire pour que nous retrouvions la vivacité de nos traditions. Il ne s'agit pas d'aller chercher des choses nouvelles, il s'agit de nous interroger sur nous-mêmes et de puiser dans nos capitaux intellectuels, philosophiques, théologiques, les moyens de faire face à nos difficultés nouvelles. C'est comme ça qu'on pourra retrouver des croyances collectives. Croyance collective ne veut pas dire qu'on va tomber dans l'espèce de solidarité unanime, d'unanimité solidifiée, mais ça veut dire que nous serons d'accord pour construire un avenir qui ne sera pas pareil, évidemment, au passé, et dans lequel nous risquons, en effet, de tomber dans des difficultés si nous ne sommes pas convaincus que malgré le poids du passé, qui peut nous accabler quelquefois, un avenir est encore possible si on appuie sur ce passé, en sachant non pas le répéter, mais inventer à partir de lui du neuf, ce qui me paraît pas très loin d'ailleurs de l'Évangile. Hein. Alors, sur l'Europe, oui. Oui, parce que moi mon sujet, il est complètement l'Europe. L'Europe est donc, le titre de la conclusion, c'est Europe capitale. Et le père Valadier a dit quelque chose de très important, qui rejoignait aussi ce qu'a dit Véronique Albanel, c'est que c'est cette question de la portée critique, de l'autocritique. Vous savez que l'Europe a souvent été définie dans sa meilleure identité. On a dit l'Europe, c'est un petit promontoire du continent asiatique, donc ça n'est rien finalement. C'est quelque chose qui est forcément formé par tout un tas de valeurs, justement d'événements spirituels ou matériels ou politiques, etc. Et l'Europe, une de ses définitions, c'est justement que son identité ne se referme jamais sur elle-même et qu'elle a une culture de l'autocritique permanente. Alors pour dire ça, par exemple, un philosophe qui s'appelle Cornelius Castoriadis, un grand philosophe antitotalitaire, grec d'origine,
Il disait, voilà, en fait, on passe notre temps, nous, à se demander si on est trop européocentré. Dès qu'on parle de quelque chose, on dit, mais est-ce que là, en disant ça, tu n'es pas trop européocentré? Et Castoriadis disait ça, je trouvais ça très drôle. Il disait, bah oui, mais en fait, la question elle-même, est-ce que vous n'êtes pas trop européocentré, est une question européocentrée. Parce qu'en fait, personne, disait Castoriadis, personne n'irait demander à l'ayatollah Khomeini, par exemple, s'il est trop islamo-centré. Ça semblerait complètement fou. Et en fait, ça, c'est un des trésors européens qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est-à-dire cette capacité autocritique, de décentrement en permanence, l'idée que l'identité européenne est une dissidence à soi en permanence, et surtout que justement aujourd'hui, à partir du moment où l'Europe n'est plus hégémonique, parce que l'Europe elle a eu un visage hégémonique, un visage colonisateur, un visage très violent et cruel pendant à un certain moment, et l'époque coloniale en particulier. À partir du moment où aujourd'hui, justement, c'est ça que vous faisiez allusion à la toute-puissance, moi j'essaie de montrer qu'au cœur de cette religion des faibles, il y a effectivement une sorte d'orgueil dégoulinant où on croit toujours qu'on est encore au centre de l'histoire, qu'on est encore le modèle le plus désiré, le plus universel, le plus désiré universellement, qu'on est au cœur de l'histoire, à l'horizon de l'histoire, au centre du monde, etc. Non, aujourd'hui l'Europe sait qu'elle n'est plus au centre du monde, elle sait que son universalisme n'est plus tant désirée que ça, elle en a 1000 preuves tous les jours, et donc elle peut redécouvrir, puisqu'elle n'est plus hégémonique, on peut se dire que ce nous, et ça c'est quelque chose d'assez exaltant, on peut se dire finalement, ces croyances collectives, dans leur diversité, leur pluralisme, toutes ces croyances collectives qui forment quelque chose comme un nous, eh bien aujourd'hui, puisqu'elles ne sont plus l'arme d'oppression qu'elles ont pu être à une époque, eh bien on pourrait redécouvrir la possibilité exaltante d'en défendre quelque chose. Alors, en général, je fais toujours un tour de table sur les mots, pour les mots de la fin, pour donner une raison d'espérer. Mais là, vous avez donné, chacun d'entre vous, des raisons d'espérer. On finit finalement sur une note d'espérance. Merci à vous trois. Merci Véronique Albanel, Jean Birnbaum et le père Paul Valadier pour ces échanges. Le prochain mardi des Bernardins sera le 27 novembre. Liberté de religion et conviction en Méditerranée, les nouveaux défis. Et attention, le mardi des Bernardins du 6 novembre sur le thème « Croire est-il le moteur de l'action ?» est annulé. Merci à tous, merci à nos intervenants. Thank you.